Essayez de faire autant de bien que possible, aussi efficacement que possible. Et cette question d'efficacité est vraiment intéressante. Si vous, qui écoutez, cherchez un défi, l'une des choses que vous pouvez faire, je pense que cela donne plus de sens à votre vie. C'est d'essayer de faire des choses difficiles, n'est-ce pas? Visez haut. Ne visez pas si haut que vous ne puissiez pas y arriver. Et assurez-vous de décomposer vos objectifs en sous-objectifs raisonnablement atteignables. Mais vous voulez viser haut, puis voir à quel point vous pouvez devenir hyper efficace. C'est une excellente chose à faire au début de la vingtaine. Se discipliner et se demander, d'accord, combien de travail puis-je accomplir si je me charge au maximum? Jusqu'où puis-je aller? Jusqu'où puis-je travailler? À quel point puis-je m'épuiser? Puis évidemment, on recule un peu car il y a une quantité optimale de travail. Un engagement productif, disons. C'est celui qui est durable sur des décennies, donc il faut apprendre cela, mais on ne l'apprend pas sans se pousser à ses limites au départ. Et vous savez, si votre vie n'est pas tout ce qu'elle pourrait être, et si vous souffrez d'un excès d'absence de sens, eh bien, cela signifie que vous n'êtes pas correctement orienté dans le monde du chaos et de l'ordre. Vous pourriez apprendre à vous discipliner, à comprendre ce que vous devez faire et ce que vous voulez faire, puis voir à quel point vous pouvez devenir efficace. Parce que l'une des choses qui est assez amusante, c'est de découvrir si vous avez une tâche. Je dis toujours cela à mes étudiants en master. S'ils font une expérience aussi, si vous avez une tâche à accomplir, c'est vraiment intéressant de passer quelques minutes, parfois des heures, selon la durée de la tâche, à voir si vous pouvez trouver comment la faire 5 à 10 fois plus rapidement. Cela signifie que vous devrez réorganiser votre façon de penser à la tâche, mais vous pouvez souvent y arriver. Et c'est ainsi que les personnes extrêmement productives deviennent si efficaces. Parfois, cela signifie que vous devez déléguer. Parfois, cela signifie que vous devez faire venir d'autres personnes. C'est aussi de la délégation, je suppose. Mais il y a beaucoup de préjugés que vous avez sur qui vous êtes, et sur ce qu'est le monde, dont vous pourriez vous débarrasser, ce qui ferait de vous quelqu'un de bien plus efficace dans le monde. Demandez-vous ce qui vous motiverait. D'abord, n'étudiez pas 8 heures par jour, car ça ne marchera pas, et de toute façon, vous ne le ferez pas. Est-ce que vous pourriez commencer à étudier sérieusement 5 minutes par jour? Est-ce que vous pourriez passer à 10 minutes par jour? Qu'est-ce que vous devriez faire pour vous amener à vous asseoir une demi-heure par jour et à étudier sérieusement? Peut-être que vous devriez, je ne sais pas, prendre une bière à 6 heures du soir, ou quelque chose comme ça. Ou peut-être aller vous promener dans le parc ou sortir prendre un café. Imaginez que vous êtes assis avec un enfant stupide et indiscipliné. Et que vous essayez de faire en sorte que cet enfant fasse quelque chose d'utile, et vous lui dites « D'accord, écoute, je veux que tu fasses ceci, c'est nécessaire, mais tu peux choisir combien tu vas en faire, et je te donnerai ce que tu veux si tu le fais bien. » Demandez-vous cela et observez. N'essayez pas de vous tyranniser. Négociez avec vous-même, utilisez une récompense et testez en commençant doucement. Peut-être n'êtes-vous pas très discipliné, et le mieux que vous puissiez faire est une demi-heure d'études par jour. Commencez par 30 minutes. Puis ajoutez 5 minutes chaque semaine. Vous savez, si vous faites ça, c'est beaucoup. Si vous faites ça pendant 1 an, à la fin de l'année, vous étudierez 4 heures par jour. Donc vous pouvez. C'est juste avec 5 minutes par semaine, n'est-ce pas? Parce que ça fait 250 minutes en 1 an. Alors commencez de façon ridiculement pathétique. Étudiez 5 minutes par jour pendant 1 semaine, puis passez à 10. Vous pourrez le faire et ne trichez pas. Vous savez? Parce que l'une des choses que les gens font, c'est qu'ils passent un marché avec eux-mêmes. Comme ça, je vais étudier 10 minutes par jour, chaque jour. Et puis ils commencent, ils se disent que ça se passe vraiment bien. Alors ils étudient pendant 2 heures. Et là, ils ont rompu le contrat avec eux-mêmes. Et ils ne se font plus confiance. Et ensuite, ils n'étudient ni plus pendant toute une année. Ou bon, peut-être pas pendant 1 mois. Donc mais fixez votre contrat. Demandez-vous. Vous savez. Qu'est-ce que je pourrais faire pour avancer vers mon objectif, que je serais prêt à faire? Et ensuite, comment pourrais-je améliorer cela progressivement? Vous ne pouvez pas exister en dehors d'un cadre de valeurs. Ce n'est pas techniquement possible. J'ai exposé cela en détail dans le chapitre 10, qui s'appelle la règle 10, qui s'intitule « Soyez précis dans vos paroles ». C'est que la façon dont le monde se manifeste à vous est intimement liée à votre structure de valeurs, et c'est parce que, pour le dire très simplement, votre propre vision dépend de... Chaque fois que vous observez le monde, vous visez quelque chose avec vos yeux.
Il est impossible de se concentrer sans viser, ni de viser sans accorder de valeur. Ainsi, vos perceptions dépendent de votre structure de valeur. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de monde. Cela veut dire que si, vous faites l'expérience d'une interaction complexe entre votre structure de valeur et le monde non manifesté. C'est quelque chose comme ça. Cela soulève la question. Si une structure de valeur est nécessaire, laquelle adopter ? Cela rejoint nos idées précédentes. Il faut valoriser l'être, assumer la responsabilité de l'existence comme devoir éthique suprême, chercher à l'améliorer et réduire la souffrance. Essayez de tirer le meilleur de vous-même d'une manière qui soit bénéfique pour vous, votre famille et votre communauté. Vous devriez viser haut. Et vos perceptions se reconfigureront autour de ces objectifs. Et cela permettra au monde de se manifester à vous de la manière la plus positive possible, ou du moins de la manière la plus significative possible. Et en l'absence de cela, tout ce qu'il vous reste, c'est une souffrance stupide. Oui, c'est l'anxiété et la dépression évoquées plus tôt. Sans but, sans valeur, sans objectif, tout ce qui vous reste, c'est la misère et l'anxiété de la vie. Cela rend les gens amers. J'aime même évoquer la notion de but parce que on peut réagir à cette souffrance stupide de plusieurs façons, mais c'est tellement clair. Vous écrivez dedans, vous dites, on ne peut viser quoi que ce soit si l'on est complètement indiscipliné et non éduqué. Vous ne saurez pas quoi viser et n'irez pas droit, même en visant juste. Vous penserez qu'il n'y a rien à viser et serez perdu. Et de nos jours, le cadre moral dominant, tel que je le vois, c'est « si ça fait du bien, fais-le ». Comment se fait-il que la discipline et le droit chemin offrent la meilleure chance d'avoir une bonne vie? Et comment se fait-il que nous ayons oublié que c'est le cas? Eh bien, la raison pour laquelle la discipline est au nécessaire, c'est parce que tu es un ensemble d'intérêts à court terme qui se font concurrence. Alors la question est, lequel de ces intérêts à court terme devrait l'emporter ? Et la réponse, c'est aucun d'entre eux. Ils doivent être organisés en une hiérarchie qui les rend fonctionnels à travers le temps et entre les individus. Donc, un enfant de 2 ans est très susceptible de suivre sa pulsion immédiate, mais bien sûr, un enfant de 2 ans ne peut pas survivre dans le monde. Vous devez soumettre vos instincts primaires, disons, à la structure régulatrice d'un système de valeurs d'ordre supérieur qui leur permet de se manifester sans sacrifice mutuel excessif, sur de longues périodes, et en présence d'un grand nombre d'autres personnes. Cela demande une organisation sophistiquée. C'est comme nous avons déjà parlé du fait qu'une métanarration est nécessaire pour unir les sous-cultures, disons, afin qu'elles puissent fonctionner pacifiquement et harmonieusement dans le même espace. La même chose s'applique en vous, parce que vous êtes comme une coalition interne de tribus en guerre, chacune avec ses propres intérêts, et elles doivent toutes être réunies, sous la structure organisationnelle d'une vision collective à long terme, disons. Et pour faire cela, il faut être discipliné, et toute discipline techniquement parlant est une tentative de rassembler toutes ces impulsions concurrentes à court terme sous un cadre plus large et plus inclusif. Et donc, tu fais cela et ensuite, eh bien c'est en fait ce qui te donne la liberté. Être impulsif et être libre ne sont pas la même chose, parce que si tu es impulsif, tu es simplement l'esclave de tes impulsions, n'est-ce pas ? Il n'y a aucune liberté là-dedans. C'est exactement la même liberté, pour ainsi dire, littéralement, qu'un enfant de 2 ans, parce qu'un enfant de 2 ans n'est pas encore socialisé. Donc ce n'est pas... c'est complètement... Ça ne fonctionne pas dans ce monde sophistiqué. Ça ne marche pas. Tout le monde le sait. On aime parfois faire semblant et dire que ça fait du bien. Maintenant, j'en ai une dernière. Eh bien, on aime faire semblant tout le temps. Parce que c'est pour ça qu'on sort et qu'on boit. Parce que boire te permet de te voiler la face sur les conséquences à long terme de tes actions. Et il ne fait aucun doute que c'est très, très gratifiant, à court terme. Mais c'est aussi pour ça que tu te réveilles le lendemain matin avec la gueule de bois et honteux. C'est très difficile de organiser correctement ton environnement immédiat,
Et c'est une autre chose que j'essaye de faire avec les livres, c'est de montrer que certaines de ces choses, soi-disant simples, comme ranger ta chambre, eh bien, je vais te le dire, c'est la vérité. J'essaye d'organiser mon bureau depuis 3 ans. J'ai été submergé par tellement de courriers et de catastrophes que j'ai complètement perdu le fil pour garder mon placard organisé, mes vêtements rangés. J'avais 3 ans de courriers entassés dans mon bureau à l'université, des milliers de lettres. Et cela a demandé beaucoup de travail, et ce n'est toujours pas terminé. J'espère que j'aurai enfin ma fichue chambre rangée avant de partir en tournée, pour des raisons symboliques entre autres, mais aussi pour avoir ma maison en ordre et à nouveau embellie. Mais j'aime montrer que les choses simples ne sont pas si simples, surtout si on essaye de les faire. Vous savez, j'ai eu des clients. Un client, sa mère était décédée, et c'était une grande famille, et la famille est un peu tombée dans le désordre après sa mort parce qu'il n'y avait que des garçons, que des fils et un père. Et personne n'avait vraiment repris le rôle maternel, vous savez. Le rôle maternel stéréotypé nécessaire. Et il a décidé qu'il allait essayer de le faire, et mec, vous savez. Ses frères et son père, ils n'étaient pas contents quand il est allé faire les courses pour la première fois, vous savez. Ils pensaient qu'il essayait un peu de prendre la place de la mère. Donc il y avait tout ce chagrin qui était encore là, et puis pour qui il se prenait, et ainsi de suite, etc. Je veux dire, les maisons des gens ne sont pas en ordre parce que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Et donc ça cause beaucoup de chaos et de conflits d'essayer de le faire. Et donc en général ce n'est pas fait. Et ce n'est que lorsque vous essayez vraiment, jusque dans les moindres détails, que vous commencez à comprendre à quel point c'est difficile, et aussi comment apprécier. Vous commencez aussi à apprécier à quel point c'est nécessaire, donc c'est amusant. C'est amusant de mettre en lumière ce genre de choses, et la non-trivialité de l'ordinaire. Et si je me concentre sur l'individu, c'est qu'en partie parce que je ne pense pas que les choses que nous faisons qu'un autre trivial. Si vous pensez que ce que vous faites est trivial, alors soit vous adoptez une attitude triviale envers ces choses, soit vous ne faites pas ce que vous devriez faire. Peut-être que vous ne cadrez pas la situation correctement. Vous pouvez contester cela, mais c'est acceptable. Mes patients dépressifs, par exemple, me disent souvent « Pourquoi faire quoi que ce soit si nous mourrons tous à la fin ?» C'est une remarque assez juste. Hier soir, lors de ma conférence, j'ai dit « Si un bébé pleure devant vous, que vous savez qu'il a froid ou faim, vous ne cessez pas de le réconforter sous prétexte que le soleil engloutira la Terre dans 4 milliards d'années. Vous pensez que ce n'est pas une bonne excuse? Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi ne pas utiliser cette échelle de temps? Votre réponse instinctive, ce n'est tout simplement pas la bonne échelle. Et donc, je dirais, eh bien, si vous avez l'habitude, l'inclination habituelle, d'appliquer à votre propre vie une échelle de temps ou un cadre d'évaluation qui réduit ce que vous faites à l'insignifiance, alors vous devriez vous demander si vous n'utilisez pas la mauvaise échelle de temps, n'est-ce pas? Si tout à coup cela devient dénué de sens, inutile, que vous souffrez dans le travail que vous devez accomplir, eh bien, trouvez une échelle de temps qui soit appropriée, vous savez. À chaque jour suffit sa peine, disons que c'est un bon début. Je parlais à l'un des dirigeants des conservateurs ce matin et il me posait des questions sur le projet de loi C16, mais plus précisément sur le fait de parler aux jeunes, parce que la direction du parti conservateur... La lutte est en cours en ce moment. J'ai parlé à plusieurs d'entre eux et j'ai dit « Eh bien, regardez, l'une des choses que vous pourriez faire pour les jeunes, que personne ne fait, c'est de leur parler de la responsabilité. Parce que tout le monde parle aux jeunes de leurs droits. C'est comme... Nous voulons nos droits. Mais combien en avez-vous besoin? Vous avez plus de privilèges que quiconque dans l'histoire. » Eh bien, c'est tellement ennuyeux à entendre. C'est tellement ennuyeux. C'est tellement pathétique. Et... comment dire? C'est tellement dégradant que vous deviez être protégé et avoir vos droits. C'est comme je l'ai dit, il y a un immense marché pour la responsabilité. C'est ça qu'il faut dire aux jeunes. Reprends-toi et fais quelque chose de ta vie. Pour la première fois dans ma vie d'adulte, les conservateurs ont vraiment une offre pour les jeunes. Non, ils pourraient leur proposer la responsabilité. C'est comme, eh bien, pourquoi? Parce que c'est là que la vie prend tout son sens avec la responsabilité.
Prendre des responsabilités donne plus de sens à votre vie. Et plus le degré de responsabilité que vous acceptez volontairement d'essayer de porter est élevé, plus votre vie sera riche. Personne ne vous l'a jamais dit, pourtant c'est vrai. Vous savez, c'est comme si vous aviez 4 enfants par exemple. Eh bien, c'est déjà beaucoup de responsabilités. Vous trouverez du sens dans votre vie. Ce sera difficile car c'est compliqué. Vous avez un travail compliqué, et vous essayez d'aider la carrière des personnes autour de vous. Vous résolvez des problèmes complexes, et aidez ceux qui souffrent. C'est du poids, c'est de la responsabilité, mais il y a de la gloire là-dedans. Il y a une vraie gloire là-dedans. Il y a un sens profond là-dedans. Les jeunes en ont vraiment besoin, car personne ne le leur dit. Tu es bien plus que tu ne le crois. Lève-toi. Fais quelque chose de difficile. Fais quelque chose de difficile et d'héroïque, d'accord ? Brise tes chaînes. C'est un bon message. C'est un message nécessaire, parce que nous devons être plus que ce que nous sommes. Parce que si nous ne le sommes pas, nous n'allons pas survivre. En général, si je m'engage dans un conflit, la raison pour laquelle je m'y engage, c'est parce que je pense que l'alternative est pire. Et donc, vous savez, si vous essayez de régler des choses avec un membre de la famille, il y a souvent un terrible champ de mines à traverser pour atteindre quelque chose qui ressemble à une paix durable. Et l'éviter ne rend pas les choses meilleures. Et c'est terrible de l'affronter, et cela peut être pratiquement au-delà de votre capacité à le supporter. Alors les gens l'évitent très souvent. Mais cela ne crée pas la paix. Cela ne fait qu'entretenir du ressentiment sous-jacent et engendrer de l'amertume et de la haine. Donc, à moins que ce soit ce que vous voulez, ce n'est pas une bonne solution. Pourquoi pensez-vous que certaines des choses que vous avez dites et la façon dont vous avez rédigé vos écrits sont devenues un tel phénomène et ont poussé autant de gens à se lever et à prêter attention? Eh bien, je suppose qu'en un sens, ces choses que nous tenons pour acquises, nous les considérons comme évidentes. Mais si nous les tenons pour acquises et que nous les considérons comme évidentes, souvent, quand on remet ces choses en question, on ne sait même pas pourquoi elles sont précieuses. Par exemple, beaucoup de mes clients hésitaient à se marier et disaient « ce n'est qu'un morceau de papier ». Et ils pensaient que c'était un assez bon argument. Ce n'est pas du tout un bon argument. C'est un argument qui montre une telle superficialité qu'on ne sait même pas par où commencer. Mais vous savez, si quelqu'un vous aborde dans la rue et vous dit « défends le mariage », c'est comme « eh bien, qu'est-ce que tu sais ?» C'est comme « comment vas-tu faire ça ?» C'est tellement évident que c'est défendable que tu n'as pas les arguments sous la main. Je veux dire, tu sais, tu n'es pas un philosophe du droit, donc les gens qui font ça, ils pensent qu'ils sont intelligents parce qu'ils peuvent te mettre dans l'embarras. Mais le simple fait que tu ne puisses pas formuler une affirmation que tu partages avec presque tout le monde dans un sens traditionnel ne veut pas dire que tu es stupide ou que le principe lui-même est invalide. Ça veut juste dire qu'on a tendance à ne pas discuter de toutes ces choses sur lesquelles on était d'accord. Ça ne veut pas dire qu'elles sont sans valeur. Donc, les règles, je veux dire, j'ai été critiqué, mes livres ont été critiqués. Eh bien, tu sais, on dit que c'est du développement personnel. Et je pense, en fait, je ne méprise pas ça, donc cette critique ne me dérange pas. Dans ma pratique clinique, beaucoup de mes clients ont acquis la compréhension philosophique qu'ils avaient grâce à ce qu'on appelle des livres de développement personnel. Et ils lisaient des livres, tu sais, ce n'est pas si mal, et qu'essayaient-ils de faire? S'améliorer eux-mêmes, je veux dire à quel point c'est pathétique. Et puis, flatter un public a besoin de développement personnel, tu vois, c'est comme... Donc oui, les règles étaient encore évidentes, mais les raisons ne l'étaient pas. Et donc je pense que si les livres étaient populaires, l'une des raisons, c'est que j'ai essayé d'expliquer pourquoi ces énoncés propositionnels hypothétiquement simples et axiomatiques n'étaient ni simples ni évidents, et pourquoi ils étaient aussi nécessaires. Les gens aiment qu'on les guide à travers tout le processus de réflexion, qui soutient l'affirmation. La responsabilité, je pense, elle est un message incroyable. Oui, l'élément de responsabilité a été bien accueilli par les gens, et je pense que c'est peut-être parce que ce message n'est pas transmis aussi efficacement qu'il le devrait.
L'idée que le sens se trouve dans la responsabilité. Oui, tu dis que ça n'a pas été développé, tu dis que ça n'a pas été autant promu. Il y a tant d'accent sur les droits. Je veux dire, imagine si notre culture était autant dominée par la discussion sur la responsabilité qu'elle l'est, par la discussion sur les droits. Oui, c'est ça, enfin, ce n'est pas du tout comme ça, c'est vrai. Et c'est étrange parce que tes droits, d'une certaine manière, sont ma responsabilité, et vice-versa. Donc oui, parce que les droits qui te sont accordés, c'est une forme de distance par rapport aux autres, d'une certaine manière. Et pour eux, c'est pareil. Donc, tu ne peux pas avoir une discussion sans l'autre. Notre discussion était très unilatérale, ce qui complique les choses car cela concerne uniquement tes droits. Ouais, et ce n'est pas évident pour moi que... Je ne sais pas, hein. Ce n'est pas comme si ne pas obtenir ce à quoi tu as droit n'était pas agaçant. Ça l'est, si tu as l'impression qu'une injustice a été commise. Mais... il ne m'est pas évident que les gens trouvent le sens le plus profond de leur vie en obtenant ce à quoi ils ont droit. Je pense vraiment que les gens trouvent plus de sens à leur vie en étant utiles, en rendant service et en étant au service des autres. C'est comme ça que je le vois, donc... Souvent, on en parle d'une manière un peu prescriptive, vous savez. Vous devriez être bon envers les autres. C'est comme, eh bien, votre vie est meilleure si vous faites cela. C'est une autre façon de le dire. Et vous pouvez amener les gens à y réfléchir. C'est comme, eh bien, souvenez-vous de ces moments où les gens étaient particulièrement heureux de quelque chose que vous aviez fait pour eux. Comment vous êtes-vous senti à ce sujet ? Eh bien, vous pouvez le découvrir par vous-même. Peut-être que ça n'avait pas d'importance, mais probablement que ça en avait. Vous voudriez sûrement que cela arrive plus souvent. Mais je pense même, surtout le sentiment ressenti quand on a une responsabilité et qu'on l'assume. Je pense que pour moi, cela a encore plus de sens. Tenir sa promesse, améliorer la vie de quelqu'un, c'est encore plus gratifiant que lorsque quelqu'un vous dit « merci pour cela, merci d'avoir fait cela ». Oui, non absolument, non, je ne pensais pas tellement aux conséquences du remerciement, c'est juste une indication que vous avez fait quelque chose, vous savez, que c'était productif, utile et attentionné, disons. Et oui, je pense que les gens le savent aussi, que lorsqu'ils fonctionnent correctement, eh bien, les parents trouvent un sens immense à cela. Dans le service qu'ils rendent à leurs enfants, évidemment. Et je pense que tu retrouves ça dans une relation. Ce que tu donnes, je veux dire, c'est réciproque, évidemment. Il doit y avoir de la réciprocité. Mais il vaut mieux se concentrer au moins la moitié du temps sur ce que tu donnes. Je ne pense pas que les jeunes, surtout de nos jours, eh bien, au collège, au lycée, voire même plus tôt, on n'apprend pas assez aux jeunes à réfléchir à ce qu'ils veulent et à comment ils pourraient l'obtenir. Et je parle de ce qu'ils veulent au sens profond, comme comment leurs amitiés pourraient être meilleures, comment leurs relations avec leurs parents pourraient être meilleures, comment leur vie pourrait être meilleure. Concrètement parlant, donc nous avons essayé de concevoir un programme pour aider les plus jeunes à suivre le programme d'autorédaction. Mais ma santé a interféré avec cela, et malheureusement, cela a été abandonné. Mais il est utile pour les gens de faire le point sur eux-mêmes, et de tracer une voie. Et je ne pense pas que notre système éducatif fasse un très bon travail pour aider les gens à développer une vision d'eux-mêmes, une histoire pour eux-mêmes. Et c'est un problème parce que cela signifie aussi qu'ils ne sont pas valorisés ou encouragés comme ils le devraient, et j'ai constaté cela constamment lors de mes conférences, les gens sont tellement heureux d'être encouragés, ils sont souvent accueillis avec scepticisme et tristesse. Et je pense que c'est aussi en partie le problème de ce qui se passe dans notre culture sur le plan politique, c'est qu'il y a cette terrible critique de notre culture, selon laquelle toutes ces institutions reposent fondamentalement sur l'exercice du pouvoir arbitraire. Et cela implique que les ambitions des personnes qui souhaitent rejoindre cette culture et s'y épanouir sont des expressions d'un pouvoir tyrannique, oppressif et arbitraire. C'est très démoralisant pour les jeunes. Et je ne crois pas que ce soit vrai. Parce que je ne pense pas que la motivation fondamentale soit d'exploiter les autres,
Je pense que les gens qui font ça échouent, généralement parlant, souvent de façon précipitée. Les sociétés qui s'organisent autour de ce principe sont misérables et s'effondrent. Elles sont pleines de tromperies, de trahison et de méfiance. C'est l'enfer. Et donc, je pense que les jeunes sont mieux encouragés. Et cela signifie qu'il faut en quelque sorte les apprécier. Comme si vous étiez un mentor. C'est comme si je suis vraiment de votre côté, du côté du bien en vous, et j'espère que cela va se manifester. Je pense que c'est à cela que sert la confiance d'ailleurs. Vous savez, vous devriez faire confiance aux autres. Pourquoi ? Ils peuvent mordre. Pourquoi leur feriez-vous confiance ? Eh bien, parce que c'est courageux de le faire, et de cette façon vous faites ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Du moins, c'est la meilleure chance que vous ayez. Vous serez parfois blessé, même sans faire confiance, mais sans confiance, la société devient un enfer. Donc, faites confiance. Mais la prochaine génération, ça commence par le fait que vous l'ayez en premier, n'est-ce pas ? Transmettre ces schémas, c'est par exemple, si je ne fais confiance à personne, je vais l'enseigner à mon enfant, comme ici. Le monde n'est pas digne de confiance. Tu peux essayer de changer ça, et savoir que la confiance, c'est du courage, peut t'aider. Même si la confiance est parfois de la naïveté, je te fais confiance car je suis trop naïf pour voir la différence. Je n'ai jamais été blessé ni rencontré de personnes malveillantes, donc je reste naïf. Et je fais confiance, ce n'est pas cela. C'est une foi aveugle dans un environnement qui a été trop bienveillant pour ton propre bien. Mais la confiance, c'est plutôt comme... On va supposer le meilleur de toi et voir ce qui arrive. Et puis si tu fais une erreur, eh bien, on s'en occupera et on reviendra à la confiance. Et ce sont des stratégies de négociation stables, donc. Les jeunes doivent être confrontés à cela, et ensuite ils doivent être aidés à tracer leur chemin. Et c'est difficile, tu sais, ça demande pas mal d'attention individuelle parce que les gens sont tellement compliqués. J'ai créé cette autre technologie sur l'autorédaction qui aide les gens à écrire sur leur passé. Analyser leurs défauts et leurs vertus et écrire un plan pour l'avenir. C'est une façon utile de découvrir qui vous êtes. Il faut en quelque sorte vous confronter au monde. Mais vous savez, raconter l'histoire de votre passé vous aide à comprendre d'où vous venez. Vous découvrez vos vertus et défauts, ce qui éclaire vos forces et faiblesses, puis un plan vous guide pour l'avenir. Rédiger cet exercice est difficile, mais traverser la vie sans plan l'est aussi. Choisissez votre difficulté. Vous dites souvent « choisis ta difficulté », car si tu ne le fais pas, elle te choisira et cela pourrait moins te plaire. Oui. Eh bien, quand c'est nécessaire. Je ne dirais pas forcément qu'il faut se compliquer la vie exprès, mais si tu as un choix difficile devant toi, et que c'est soit abandonner ce que tu sais que tu devrais faire, soit faire la chose difficile, eh bien tu vas payer le prix de l'abandon. Donc. Et je dirais aussi que, pour se comprendre soi-même, c'est très utile d'essayer de ne pas mentir, parce qu'on s'en mêle dans ses propres mensonges. Les gens pensent qu'ils peuvent s'en sortir en mentant, mais on ne peut pas s'en sortir en falsifiant la structure du monde. On va le payer. Je n'ai jamais vu personne s'en sortir avec quoi que ce soit dans ma pratique clinique. Non. Il y a toujours quelque chose qui finit par arriver. Toujours, toujours. Et sans surprise, si tu laisses tomber un poids au-dessus de ta tête, tout va bien jusqu'à ce qu'il te tombe dessus. Oui. Mais ensuite, il y a le fait de changer d'avis. Oui. Là, tu peux te tromper, c'est différent, c'est un bon point, même si c'est difficile de dissocier l'ignorance du mensonge. Mais tu sais, tu es souvent puni quand tu as tort. Mais c'est différent, tu vois, ce n'est pas rien d'être ignorant ou d'avoir tort, c'est quand même difficile à vivre. Mais c'est une difficulté différente d'avoir tort volontairement. Un vrai avantage, selon moi, est que de nombreux mouvements politiques actuels agissent comme des quasi-religions, car les structures religieuses se sont effondrées. Ainsi, ces mouvements prennent leur place, car nous avons besoin d'une dimension religieuse. Structure religieuse, parce que c'est ce qui nous fournit notre histoire fondamentale.
L'histoire fondamentale de la vie est une histoire religieuse par définition. Ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire la plus fondamentale que vous ayez est ce qui se rapproche le plus d'une religion. Nous avons commencé là, nous avons commencé avec les histoires. Oui. Eh bien, et tant pis pour la métaphysique. Mais vous savez, je ne connais pas la signification fondamentale de la conscience, et personne d'autre non plus, donc il y a beaucoup de place pour la spéculation métaphysique. Il est difficile de savoir quel est le destin de chaque personne, mais en tout cas, le problème avec tant d'histoires idéologiques, c'est qu'elles vous donnent un ennemi facile. C'est extrêmement dangereux, et peut-être que l'ennemi, il vous désigne toujours un ennemi, oui, c'est un vrai problème. L'un des plus grands problèmes, c'est qu'il y a toujours un ennemi. Eh bien, le plus gros problème, c'est que l'ennemi, ce n'est pas vous. Vous êtes votre pire ennemi. C'est le bon point de départ, donc... Vous savez, l'un des avantages, je pense, du christianisme, même si je ne pense pas que ce soit limité au christianisme, c'est qu'il insiste sur le fait que c'est là que se trouve le champ de bataille. Oui. Donc si tu as besoin d'un ennemi, et peut-être que c'est le cas, regarde à l'intérieur de toi. Je viens d'avoir, oui, J'ai eu une longue discussion avec Jocko Willink. Jocko déclare très franchement dans cette interview, dans cette discussion, que depuis l'âge de 3 ans, il voulait être soldat, et il rejette toute vertu morale supérieure à ce désir. Il voulait sortir et être soldat, faire ce que font les soldats. C'était une partie intrinsèque de sa personnalité. Et ne vous y trompez pas, je veux dire, nous avons toujours été des guerriers, et certaines personnes naissent comme ça, et il en fait clairement partie. Mais il est très socialisé. En vieillissant, nous devenons moins agressifs. Les enfants de 2 ans sont les plus violents. Donner des coups, frapper, mordre, voler, c'est la violence physique. D'accord, les enfants de 2 ans, si vous regroupez les gens par tranche d'âge similaire, les enfants de 2 ans ont le plus d'altercations violentes. Mais si vous regardez les enfants de 2 ans, c'est une minorité d'entre eux qui sont violents. Ils sont presque tous des garçons. Et c'est une petite minorité parmi eux, d'accord ? La plupart de ces garçons sont socialisés et sortent de cette agressivité antisociale avant l'âge de 4 ans. Ceux qui ne le sont pas restent antisociaux de façon permanente, même si cela diminue après l'âge d'environ 27 ans. Prenons cette minorité d'enfants agressifs. Qu'est-ce qu'être agressif ? Cela concerne la psychopathie. La psychopathie n'est pas une dimension unitaire. Ce n'est pas un attribut de personnalité, c'est une combinaison de traits. Et donc, un vrai psychopathe a un faible niveau d'amabilité, donc peu de compassion, peu de politesse. C'est le meilleur prédicteur de personnalité pour le comportement criminel, bien que peu fiable. Ces personnes ont une faible conscience. D'accord, donc ils ont un mode de vie parasitaire, ce qui reflète un faible niveau de conscience, et ils n'ont aucune empathie. C'est une mauvaise nouvelle. Et ensuite, vous pouvez agrémenter la psychopathie. Vous pouvez y ajouter une faible névrosisme, donc aucune peur. Vous pouvez ajouter de l'assurance provenant de la dimension extraversion. Donc votre psychopathe ultime pourrait être charmant et assuré, n'est-ce pas ? Peu de peur, peu d'amabilité, peu de conscience. Donc ils ne se soucient pas de vous. Ils vont vous exploiter pour leur propre avenir. Ils renoncent certes à la gratification, mais ils sont charmants. Ensuite, vous pouvez décomposer cela. Vous pouvez dire que ces éléments constitutifs de ces traits sont souvent extrêmement utiles. Maintenant, Jacko et son équipe, les types Navy Sea, Air and Land, ils sont redoutables quand vous les mettez face à un ennemi, mais ils sont incroyablement socialisés. Comme Jacko l'a dit très clairement, et il en fait un argument très crédible que les Navy Seals sont motivés non par le statut, mais par la protection des autres membres du groupe. Ils sont incroyablement affiliés au groupe, et je pense que vous voyez cela dans tout groupe fonctionnel d'hommes compétitifs. Ils se battent pour la position, mais ils se soutiennent mutuellement. Et si ce n'est pas le cas, ce que vous faites avec un gars comme ça, en qui vous ne pouvez pas avoir confiance dans les moments critiques, c'est que vous l'isolez, même s'il est compétent. S'il ne met pas sa compétence au service du groupe, vous ne lui faites pas confiance, parce que pour être en position d'autorité pendant un certain temps,
Il faut jouer un jeu itératif. Il faut que cela puisse se répéter. Et à moins que vous n'adoptiez des comportements réciproques avec les autres, vous ne pouvez pas dominer un groupe social très longtemps, parce qu'il finira par se rebeller. Donc il y a de vraies contraintes à l'exercice du pouvoir dans toute hiérarchie fonctionnelle. On l'observe aussi chez les chimpanzés, comme bien documenté par Franz de Waal. Le chimpanzé tyran peut prévaloir momentanément, mais la probabilité qu'il soit éliminé est extrêmement élevée. Et en fait, c'est le chimpanzé prosocial qui est fort et intrépide, disons, qui a beaucoup plus de chances d'avoir un règne stable. On peut même voir cela chez les chimpanzés. Donc je me méfie de la... Vous savez, l'argument selon lequel les présidents directeurs généraux sont des psychopathes, c'est « Oui, ils sont compétitifs, mais ils sont consciencieux, donc ça atténue la psychopathie. » Une personne consciencieuse et désagréable est vraiment utile à avoir autour de soi, parce qu'elle vous dira exactement ce qu'elle pense, car elle ne se soucie pas de blesser vos sentiments. Et c'est un peu dur, mais au moins vous saurez. Mais si elle est consciencieuse, vous pouvez lui faire confiance. L'une des choses qui arrive très souvent en psychothérapie, vous savez, les gens viennent en psychothérapie pour de multiples raisons, mais l'une d'elles, c'est qu'ils viennent souvent parce qu'ils sont trop agréables. Et donc, ce qu'ils reçoivent, c'est ce qu'on appelle une formation à l'affirmation de soi, même si ce n'est pas exactement l'affirmation de soi qui est travaillée. Il s'agit plutôt d'apprendre à négocier pour soi-même. Et l'une des choses que je dis aux personnes agréables, surtout si elles sont consciencieuses, c'est « Exprime sincèrement ce que tu penses. Il y aura forcément des pensées. Que tu trouves méchantes et dures, et elles le sont probablement, mais elles sont aussi probablement vraies, et tu dois les mettre en avant et transmettre le message. Et ce n'est pas du tout simple, parce que les personnes agréables n'aiment pas le conflit. Pas du tout, ils apaisent. Tu vois ? Et tu peux comprendre pourquoi cela correspond à l'hypothèse que j'ai avancée. Évite les conflits près des nourrissons, c'est trop dangereux. Tu ne veux pas que des bagarres éclatent. Tu ne veux rien qui vienne troubler la paix relative. Tu sais, et si tu es aussi plus enclin à être blessé physiquement et peut-être émotionnellement, tu es peut-être aussi réticent à t'engager dans le genre de conflit intense qui permet de résoudre les problèmes à court terme. Parce que souvent, il faut beaucoup de conflits pour régler les problèmes rapidement. Et tu sais, si ça peut dégénérer au point de devenir dangereux, ce qui peut arriver si ça devient incontrôlable, il est peut-être plus sûr, à court terme, de garder les choses calmes, et de ne pas s'aventurer dans ces situations où le conflit peut surgir. Le souci, c'est que ce n'est pas une bonne stratégie à moyen ou long terme, car beaucoup de choses... Très souvent, il y a des choses dont il faut parler, parce qu'elles ne vont pas disparaître toutes seules. Donc en partie, ce que tu fais avec les personnes conciliantes, c'est de les amener à comprendre, et c'est difficile pour elles aussi. Si tu demandes quand une personne peu conciliante ce qu'elle veut, disons, elle te le dira tout de suite. Les personnes affirmées savent ce qu'elles veulent et comment l'obtenir. Mais celles très conciliantes ignorent souvent leurs propres désirs, habituées à vivre pour les autres, à deviner leurs besoins et à les satisfaire. Il leur est donc plus difficile de comprendre ce qu'elles souhaitent vraiment dans la vie. Et ce n'est pas... Mais regarde, il y a des situations où c'est avantageux. Mais ce n'est certainement pas avantageux si tu veux essayer de te forger une carrière. Ça ne marche pas du tout. C'est en partie pour cette raison que j'admire Carl Jung. Parce que Jung explique très clairement que, tu vois, il s'intéressait beaucoup aux obstacles à l'illumination. Si l'illumination existe vraiment, pourquoi n'est-elle pas accessible à tous ? Si c'est juste une question de suivre la voie glorieuse. La route, et de suivre votre bonheur, disons, c'est comme, eh bien, ça a l'air plutôt facile. Pourquoi tout le monde n'est-il pas illuminé ? Mais la pensée de Jung n'est pas ainsi. Il pensait qu'il fallait d'abord être discipliné pour transformer sa personnalité, c'est certain. Il fallait aussi accepter cette part de vous, terrible et capable d'enfreindre les règles, et l'intégrer à vous-même. Et j'aime vraiment cette idée. Eh bien, voici un exemple. Il y a environ 20 ans, je dirais, il y avait un gros titre dans l'un des principaux journaux du Canada. Et c'était le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Lloyd Axworthy. Et il parlait de ce qui s'était passé avec Milosevic dans l'ex-Union soviétique, en Yougoslavie, et des atrocités qui étaient commises. Et il a dit qu'il avait été pris au dépourvu parce qu'il n'avait pas l'imagination pour ce genre de mal. Et j'ai pensé... Eh bien, vous savez,
Vous pensez que ce que vous faites, c'est montrer votre vertu en faisant une déclaration comme celle-là. Mais de mon point de vue, tout ce que vous faites, c'est montrer votre lâcheté et votre ignorance historique. Parce que si vous allez être ministre des Affaires étrangères, vous feriez bien d'avoir de l'imagination pour ce genre de mal. Parce que si vous ne l'avez pas, alors tous ceux qui l'ont vous battent, ils vous surpassent. Et donc, vous savez. Et encore une fois, dans les histoires de Harry Potter, vous voyez qu'il est touché par le mal, n'est-ce pas? Il a en fait un fragment d'âme qui est incrusté en lui, qui est aussi noir que possible. C'est pourquoi il parlait au serpent. Sans cela, il n'aurait pas pu gagner. Psychologiquement, c'est exact. Si vous ne pouvez pas penser comme une personne malveillante, vous êtes sans défense, car ils iront là où vous ne pouvez l'imaginer et gagneront ainsi. Les meilleurs hommes que j'ai rencontrés, c'était intéressant au collège et au lycée, car la plupart de mes amis ont abandonné vers la 10e année. Beaucoup étaient physiquement costauds et en avaient assez de demander la permission pour aller aux toilettes. C'est comme, vous savez, ils ne faisaient plus ça. Un de mes amis s'est fait renvoyer quand il a en quelque sorte défié le prof de sport. Vous savez, le prof de sport était costaud. Il faisait la croix de fer, donc ce n'était pas rien que mon ami lui tienne tête. Il s'est tout de même fait renvoyer. J'ai remarqué que ceux dont j'admirais le caractère étaient souvent ceux qui partaient ou se faisaient exclure. Ces gars coriaces en avaient assez de règles qui ignoraient leur personnalité, puis allaient travailler sur les plateformes pétrolières ou ailleurs, ce qui était possible en Alberta à l'époque. C'était vraiment un travail difficile, vous savez, donc ce n'est pas comme s'ils prenaient forcément la voie facile. Mais un homme inoffensif n'est pas un homme bon. Un homme bon est très dangereux, mais garde cela sous contrôle. Et cela se remarque aussi. Comme l'un des récits en féminin centraux, disons. Si l'archétype du héros est le récit masculin central, il existe des variantes de l'archétype du héros qui concernent les femmes. Et l'une d'elles est la belle et la bête. Et vous savez, Belle n'est pas intéressée par l'homme qui n'est pas la bête. Elle s'intéresse à l'homme qui est la bête. Et c'est exactement ça. Mais elle s'intéresse à l'homme qui est la bête, et qui peut être civilisé et discipliné, n'est-ce pas? Et qui peut utiliser cela au service, disons, d'une famille. Regardez, un grand chasseur, disons, pourrait devenir un chef dans un groupe de chasseurs-cueilleurs. Mais une partie de ce qui fait de lui un grand chasseur, c'est le fait qu'il partage, je veux dire, il chasse, mais il doit partager. Et c'est aussi à son avantage, parce que si quelqu'un d'autre chasse et réussit, il reçoit sa part. Mais il y a donc l'agressivité qui accompagne la chasse, et la dominance qui accompagne peut-être la recherche de statut dans ce domaine particulier. Mais aucune hiérarchie humaine complexe n'est durable sans réciprocité. Ainsi, les critiques marxistes de la hiérarchie, la réduisant au seul pouvoir, sont tout simplement erronées. Ce n'est tout simplement pas le cas lorsqu'une hiérarchie dégénère. Elle devient alors fondée sur le pouvoir, qu'il s'agisse d'une hiérarchie créative ou de compétences. Si c'est le pouvoir, alors cela dégénère, c'est devenu le tyran maléfique, et alors il est temps pour une révolution. Et donc, vous savez, les types marxistes révolutionnaires peuvent prendre cette vérité fondamentale, à savoir que parfois, il est temps pour une révolution. Et c'est quand le pouvoir domine, et ils peuvent utiliser cela comme un moteur, parce que cela nous parle très profondément. Mais il est très dangereux d'appliquer cela à des situations où ce qui produit la position hiérarchique est multifactoriel. Et personne de sensé, s'il y réfléchit, à mon avis, ne peut dire que les hiérarchies cofonctionnelles qui caractérisent la plupart des organisations sociales en Occident ne sont basées que sur le pouvoir. C'est tout simplement faux. Les plombiers, c'est la compétence. Les avocats, c'est la compétence. Cela peut être la dominance et l'assurance, et même, un manque d'empathie chez les procureurs. Par exemple, vous savez, il faut avoir un instinct de tueur. Mais c'est la compétence. C'est la capacité à faire le travail. Quelle a été votre expérience avec ces hommes qui ont ces tendances de gentils garçons, qui ne savent pas s'affirmer, dont les mères les ont élevés pour être ce type d'anti-homme? Oui. Parfois, c'est aussi une question de tempérament.
car si un homme est conciliant, c'est pareil pour les femmes. Ils sont beaucoup plus réticents au conflit, et ils ont un tempérament plus gentil. Donc si vous avez un garçon conciliant, disons, qui a aussi une mère très attentionnée, alors vous pourriez avoir ce problème. Il existe d'autres causes à ce problème, celle-ci en est une. Eh bien, quand je voyais des personnes comme ça en thérapie, elles étaient souvent pleines de ressentiment, en colère, passives-agressives, et elles se mettaient souvent des bâtons dans les roues, juste pour contrarier, vous savez, la personne qui prenait soin d'elles, disons. Et donc la première chose que je ferais serait d'écouter pourquoi ils étaient là, puis de commencer à déballer cette colère, et ensuite de commencer à travailler avec la personne pour comprendre comment exprimer cela. Vous savez ? Car il faut séparer ce qui est de l'histoire ancienne et inutile, souvent narcissique ou infantile face aux vraies préoccupations. Mais en écoutant les gens, ils finiront par démêler cela eux-mêmes. L'un des aspects intéressants du métier de thérapeute, c'est que si vous écoutez, beaucoup de choses se passent d'elles-mêmes. Comme psychologue comportemental, vous savez qu'une personne pourrait vouloir une augmentation mais hésiter à la demander. Alors, on s'entraîne. D'abord, pourquoi votre patron devrait-il vous l'accorder ? Il peut avoir de bonnes raisons, comme ne pas vouloir perdre un bon employé. Êtes-vous un bon employé ? Sinon, on réglerait ce problème. Mettez-vous dans une position où vous méritez l'augmentation, mais maintenant vous êtes trop timide. Il faut différencier ceux qui manquent de compétences pour s'affirmer de ceux qui ont peur. Certains cumulent les deux. Il est donc important d'identifier cela et de proposer une formation adaptée. Comment demander une augmentation à votre patron ? Eh bien, vous dites la vérité. C'est la meilleure façon. Dites, écoutez, voici ce que je fais. Voici pourquoi c'est vraiment utile pour vous. Il semble que je sois quelque peu sous-payé dans ce poste. Cela me démotive peut-être. J'ai aussi d'autres options. Je pense que j'ai besoin, vous savez, de 15% de plus. Et je suis intéressé par une évolution. Et voici ce que je ferai pour vous si vous acceptez. Alors réfléchissez-y. Et si votre patron ne le fait pas, et que tout cela est vrai, eh bien, vous devriez être assez affirmé pour trouver un autre emploi. Ou peut-être chercher un autre emploi avant même de demander l'augmentation. Mettez à jour votre curriculum vitae, préparez-le correctement pour ne pas avoir peur de chercher un autre emploi. Tout cela, c'est de la réflexion stratégique. C'était aussi un autre aspect très intéressant du travail clinique. La plupart de mes clients ont doublé ou triplé leur salaire en 3 ou 4 ans. Ils ont travaillé pour ça, ce n'était pas rien, c'était de la planification stratégique de haut niveau. Et c'était vrai aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Vous savez, c'est très agréable de voir cela se produire. Réfléchissez clairement et reprenez-vous. Il faut identifier ce qui vous bloque. Peut-être craignez-vous de demander une augmentation à votre patron. Car s'il refuse, il faudrait chercher un autre travail et votre curriculum vitae n'est pas à jour. Et la raison pour laquelle vous ne l'avez pas mis à jour, c'est parce que vous êtes embarrassé par ces lacunes et vous ne voulez pas les affronter. Parce qu'alors vous devriez voir que vous n'avez pas reçu une bonne éducation parce que vous étiez inutile. Et il faudrait prendre des mesures pour rectifier cela. Et c'est vraiment un sacré bazar là-dessous, n'est-ce pas ? Les raisons pour lesquelles vous ne demandez pas. Donc on mettrait tout ça à plat. Et puis on dirait, eh bien, vous êtes embarrassé par votre curriculum vitae, alors mettez-le à jour et regardons-le. D'accord, il y a des lacunes, et ce n'est pas bon. Que pourriez-vous faire pour les corriger ? Et ensuite, vous décomposez cela en petites étapes, n'est-ce pas ? Des étapes réalisables, parce que c'est très pratique. Donc c'est bon à savoir. Si vous avez un objectif en tête, vous avancerez vers celui-ci si vous décomposez les étapes en morceaux suffisamment petits pour que même quelqu'un d'aussi inutile que vous puisse le faire. Cela demande aussi de l'humilité, car vous pourriez découvrir, surtout si vous évitez quelque chose, que l'étape que vous êtes prêt à franchir est très petite, que vous avez honte de l'admettre, donc vous n'agirez pas. Eh bien, c'est totalement contre-productif, et la raison pour laquelle ce n'est pas une façon de penser appropriée, disons, ou une pensée productive, c'est que même de petits pas deviennent très vite plus grands, et peu importe où vous commencez. Si vous doublez votre utilité toutes les quelques semaines, peu importe où vous commencez, ça décolle très vite. Donc, vous ne voulez pas être embarrassé, vous ne voulez pas être tellement embarrassé par là où vous en êtes,
que cela vous empêche de devenir qui vous pourriez être et... C'est difficile, ça peut l'être, c'est vraiment difficile. Je ne minimise pas ça, je comprends parfaitement pourquoi les gens évitent, mais ce n'est pas une bonne solution. Pour l'affirmation de soi, c'est ce que vous faites. Vous vous entraînez, car certains craignent par exemple de demander le numéro d'une femme. Entraînez-vous donc à cela avec l'entraînement par exposition. Allez-y et pratiquez. Saluez une jolie femme que vous croisez dans la rue cette semaine et observez votre réaction. Voyez comment vous réagissez. Voyez si vous pouvez le faire. Voyez si vous évitez et si vous évitez. Regardez à quoi vous pensez quand vous évitez, vous savez, et voyez si vous avez établi un contact visuel. Et si vous vous teniez raisonnablement droit, comme un être humain raisonnable. Et on s'entraîne à ces petites choses, parce qu'elles ne sont pas petites. Mec, tu ne croirais pas combien de gens n'ont pas d'amis parce qu'ils ne savent pas comment se présenter et serrer la main. Je parie que 5% de la population n'a aucun ami, car ils ne savent pas comment faire. Waouh, c'est vraiment triste, c'est extrêmement triste et je le vois tout le temps et j'aime ce dont tu as parlé à propos d'être proactif, de surmonter tes peurs parce que je pense que pour beaucoup de gentils gars, la peur du rejet, la peur de l'échec est quelque chose de tellement paralysant. C'est pour ça qu'ils disparaissent dans l'ombre ou deviennent extrêmement conciliants. Donc, ouais, eh bien, voilà un remède pour ça, mec. Tu veux l'horreur de l'échec ou la certitude de l'échec? L'horreur de l'échec potentiel ou la certitude de l'échec. Parce que si tu ne fais pas ça, tu échoueras. Ce sera juste repoussé, mais ça arrivera absolument. Et donc cette peur, je comprends pourquoi elle arrête les gens. Ce n'est pas une blague d'être rejeté, et ça va arriver pendant que tu t'entraînes. Et c'est une peur réelle, mais tu te berces d'illusions en pensant qu'il existe une option sans peur. Il n'y a qu'une option de peur différée, non? Sinon, si tu rates, tu échoueras forcément. Puis tu deviendras malheureux, amer, vindicatif et anxieux. Et tu vas te causer des ennuis à toi-même, tu vas t'en prendre aux femmes et aux autres hommes. Et franchement, c'est une voie très sombre, mec. Donc je comprends pourquoi tu as peur, mais tu devrais avoir bien plus peur de ça. C'est une bonne façon d'aider les gens à remettre leurs idées en place à propos de la peur. Il n'y a pas de chemin sans peur. et beaucoup d'hommes n'ont pas de message encourageant pour pouvoir les lancer sur la voie du succès. En fait, si tu as peur du pouvoir masculin, disons, les briser est une solution. Ce n'est pas une bonne solution. Et c'est ce qui va arriver si vous considérez le patriarcat comme un tyran. Et regardez, il y a des raisons de penser cela, vous savez. Donc je regardais ce film Roi Arthur de Guy Ritchie, et quand le nouveau roi, le jeune Arthur, prend son épée, il a des flashbacks de son oncle maléfique tuant son père, et c'est tellement terrible qu'il ne peut pas tenir l'épée. Je me suis demandé ce que Ritchie faisait là, c'est bien... C'est le cas pour nous tous, n'est-ce pas ? Parce que quand on regarde dans le passé et qu'on voit nos oncles maléfiques, c'est juste un désastre sanglant et catastrophique, n'est-ce pas ? L'esclavage, le génocide, la guerre, l'oppression et tout ça. C'est sur nous tous, n'est-ce pas ? Toujours là, en arrière-plan, avec ce pouvoir masculin aussi. Eh bien oui, d'une certaine manière. Je veux dire, si tu ne donnes pas une épée à un homme, il ne peut pas s'en servir, n'est-ce pas ? Donc ne pas lui donner d'épée. C'est une façon de s'assurer qu'il reste pacifique. Mais ce n'est pas la solution optimale. Et puis, si tu handicapes les hommes, ils deviennent bien plus dangereux. Ils deviennent dangereux. D'une manière terrible et souterraine. Bien sûr, c'est exactement la même chose si tu handicapes les femmes. Mais là, on parle particulièrement des garçons. Parce qu'il y a, je suppose, une crise de l'éducation chez les garçons et les jeunes hommes. Eh bien, tu veux encourager cette puissance parce que c'est en fait une force énorme pour le bien, si elle est maîtrisée. C'est difficile à bien faire et cela exige beaucoup de confiance et de travail de la part des femmes, car elles le veulent. C'est comme la belle et la bête, n'est-ce pas ? Parce que la belle attire cette bête qui est réelle, mais non civilisée et dangereuse. Elle l'attire en quelque sorte à devenir pleinement accomplie. Et c'est ce qu'une femme doit faire quand elle, vous savez, a ce projet de travail avec lequel elle se marie ou entretient une relation à long terme. Mais il vaut bien mieux encourager avec la foi et la confiance.
dans mes écrits et dans mes conférences, j'ai essayé d'encourager les gens à affronter la malveillance au niveau individuel. Car lorsqu'on l'affronte chez les autres, cela comporte un grand risque. C'est comme « range ta propre maison », ce qui, je veux dire, a déjà été tourné en dérision à mon sujet. Eh bien, regardez tous les problèmes sociaux dans le monde. Et le Dr Peterson dit aux opprimés de ranger leur chambre. C'est comme « comment est-ce que ça va résoudre quoi que ce soit ?» Eh bien, d'abord, avez-vous essayé, en fait ? Ce n'est pas si facile que ça de ranger votre chambre. Et donc... Il est plus simple de ranger la chambre d'autrui que la sienne. Oui, il est bien plus facile de montrer le désordre chez quelqu'un d'autre. Et vous savez, cela comporte un réel danger. Il y a un tel danger là-dedans, et c'est tellement attirant, n'est-ce pas, d'identifier et de localiser la malveillance à l'extérieur. C'est tellement attirant parce que, d'abord, ça vous dédouane et c'est un soulagement. Après avoir identifié la malveillance, il n'y a rien de justifiable à faire contre ce qui est malveillant. Et donc, vos pires impulsions ont libre cours parce que, surtout si vous pouvez aussi ajouter à cela une bonne cause, vous dites, eh bien, c'est au service de l'utopie finale. C'est comme si maintenant, vous aviez carte blanche pour vos pires motivations. Et c'est très, très dangereux. Et donc, je pense toujours qu'il vaut mieux s'en tenir au psychologique. Comment faites-vous pour amener les gens à reconnaître et ensuite avoir le courage de tenir bon, même après avoir pris des coups? Personne ne veut faire ça. Pourquoi cela en vaut-il la peine et comment y parvenir? Eh bien, je pense que ça en vaut la peine, parce que l'alternative, à mon avis, est pire. C'est pour ça que je pense que ça en vaut la peine. Je pense que c'est une décision que tu prends. Rester silencieux quand tu as quelque chose à dire. Tu ne sais pas ce qu'il y a en toi qui exige que tu prennes la parole, n'est-ce pas? Parce que tu ressens que tu as quelque chose à dire. Mais d'où ça vient exactement, ce sentiment que tu as quelque chose à dire? Tu es mécontent au travail, et tu t'étouffes avec ta propre bile parce que la situation n'est pas juste selon toi. Tu meurs d'envie de dire quelque chose, mais tu ne le fais pas. Eh bien, tu vas peut-être mourir si tu ne le dis pas. Peut-être que c'est une mort à petit feu. Je n'aime pas la punition différée, je préfère la prendre maintenant et garder l'avenir propre. C'est pourquoi j'encourage les gens à avoir les disputes maintenant. Ne pas cacher les choses dans le brouillard pour plus tard parce qu'elles grandissent et se métastasent. Il vaut mieux affronter ce qu'il faut affronter quand c'est petit et qu'on peut gagner. L'une des choses que j'ai comprises il y a longtemps et à laquelle j'ai essayé de m'en tenir du mieux que je pouvais était poussé exactement par la préoccupation que vous exprimez. Parce que j'ai compris que l'instinct de sens est un véritable instinct et qu'il sous-tend même notre attention. C'est incroyablement profond. C'est la chose la plus profonde en nous. D'accord, mais qu'en est-il de la recherche? La recherche de sens, c'est ça ou... L'expérience et la recherche, d'accord. Eh bien, je dirais les deux. Les deux sont. Elles sont quelque peu indépendantes. Parce que la recherche de sens est très motivante. Mais l'expérience du sens est quelque chose en soi. Nous avons parlé de cela en lien avec le ciel nocturne, par exemple, n'est-ce pas? Donc, d'accord. Mais votre objection était: et si cet instinct du sens se trompe? C'est ça. Et si? D'accord. Comment le faire dérailler? Mentez, et voyez ce qui se passe, parce que vous allez pathologiser cet instinct, et alors vous serez perdu. Donc, si vous comprenez cela, il n'y a rien de plus effrayant que de comprendre cela. Parce que votre stabilité en tant qu'entité, en tant qu'âme, dépend de votre relation avec cet instinct du sens. Et si vous pathologisez cela par la tromperie, vous vous retrouverez entre les mains de choses dans lesquelles vous ne voulez pas être. Disons-le comme ça. Mais vous, donc... Si vous, l'argument aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de vérité, de quelle vérité s'agit-il? C'est ma vérité, c'est votre vérité. Je pense que ce que vous dites, c'est que vous trouvez du sens dans la vérité. Et si vous mentez sur quelque chose, alors c'est l'absence de vérité, mais... Eh bien, si vous dites la vérité du mieux que vous pouvez,
alors vous pouvez faire confiance à vos instincts dans une certaine mesure, dans la plus grande mesure dont vous êtes capable, et cela peut vous aider à vous orienter correctement dans le monde. Vous pouvez compter sur vos instincts, si vous ne rendez pas pathologiques vos propres informations. Donc, vous savez, si vous voulez vivre en harmonie avec vous-même, ce qui serait sans doute préférable à une disharmonie infernale, alors ne vous nourrissez pas de ce qui est indigeste, et surtout, ne déformez pas le monde autour de vous par la tromperie. Vous savez, être trompeur, c'est extrêmement nuisible et dangereux. Eh bien, parce que j'ai compris que l'instinct de sens pouvait devenir pathologique. C'est ce qui m'a obsédé au départ, à propos de la parole, de la liberté d'expression par exemple. Vous parlez aussi de ce qui nous oriente au centre. Eh bien, le problème avec le centre, c'est que l'endroit où se trouve le centre change, parce que l'environnement autour de nous change, le monde naturel change, le monde social change, et donc ce centre se déplace pour nous. Alors ce que nous faisons, c'est que nous parlons les uns avec les autres, ce qui est une forme de pensée. Penser, c'est la parole intériorisée. Le dialogue que nous avons, c'est de la pensée. Si je pense, j'ai juste ce dialogue dans ma tête, tout seul, mais c'est toujours un dialogue entre deux points de vue. Donc, nous nous orientons avec une parole honnête et sans entrave, dans une recherche constante pour trouver ce juste milieu optimal, mais il bouge toujours. Donc, d'une certaine manière, nous sommes destinés à communiquer continuellement sur l'endroit où nous devrions être, ça c'est certain. Mais l'idée qu'il existe un juste milieu désirable que nous pouvons atteindre par le dialogue, eh bien, c'est une présupposition de l'individualisme occidental. Donc si vous acceptez l'idée que nos institutions sont fondamentalement fondées sur un pouvoir tyrannique, que la base de l'organisation institutionnelle c'est le pouvoir, alors vous acceptez l'argument que le dialogue entre les institutions n'est rien d'autre que l'expression de ce pouvoir. Il n'y a pas d'individu, et il n'y a pas d'espace pour une négociation rationnelle, et cet argument est constamment avancé, en particulier par les radicaux de gauche. C'est profondément anti-individuel, et ce système exclut totalement la liberté d'expression. Ce n'est pas contraire à la liberté d'expression, c'est une idée reçue. Ce n'est pas contraire à la liberté d'expression si le concept même de liberté d'expression n'y a aucune place. C'est une critique beaucoup plus profonde, et c'est en partie ce qui alimente ce mouvement de politique identitaire. C'est une attaque contre l'idée du mot individuel, le mot lui-même. C'est une attaque contre l'idée du pouvoir rédempteur du mot lui-même. Il n'y a pas d'individu. Il n'y a pas de discours rationnel. Il n'y a aucune possibilité de se rencontrer à mi-chemin. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a qu'un territoire défini par des luttes de pouvoir entre groupes. C'est pourquoi il est acceptable de ne pas inviter quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. Il ne s'agit pas d'un désaccord. Il représente une structure de pouvoir différente, et vous pourriez penser que vous avez une opinion. Mais ce n'est pas le cas, vous ne faites que répéter les platitudes de votre structure sociale. Vous n'êtes pas là en tant qu'individu, pas de ce point de vue. C'est une critique bien plus radicale que ce que les gens réalisent généralement, elle va jusqu'à la racine. Écris-le, oui, écris-le, écris tout ce dont tu te souviens à ce sujet. Nous avons un logiciel en ligne sur un site appelé selfauthoring.com qui aide les gens à écrire une autobiographie. Ils passent donc en revue leur vie, la divisent en époques et identifient les événements les plus significatifs sur le plan émotionnel et pratique, puis les détails. Tout cela vise à aider les gens à oublier, à se libérer de l'incertitude, de la menace, de l'anxiété et des émotions négatives qui pourraient autrement contaminer leurs souvenirs. Et donc, vous faites cela continuellement en thérapie avec les gens lorsque vous parlez de leur passé. Et ce n'est pas une catharsis. Les Freudiens pensaient, par exemple, que si quelqu'un avait vécu une expérience traumatisante et qu'il pouvait ensuite exprimer l'émotion associée à cette expérience, cela serait curatif. Mais il ne semble pas que ce soit l'expression de l'émotion. Il semble que ce soit l'extraction de la signification de l'événement.